Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio, deuxième heure, c'est reparti avec des pros et des anti-Europe. Daniel Gilbert, Philippe Bilger, Philippe David, Philippe Rossi. On va en débattre de l'Europe à la veille des élections européennes du 26 mai prochain, avec dans un instant ce face-à-face exceptionnel dans les vraies voix, face-à-face entre François Asselineau, pro-Frexit, et le député La République En Marche, Patrick Vignal, pro-Europe. Ils vont s'affronter sur cette question. Faut-il un Frexit en France? Donc, la France doit-elle quitter l'Union européenne? On vous attend pour en débattre aussi, évidemment, au standard 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Mon cher Philippe Rossi, ça donne quoi pour le moment? Sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, la réponse est claire. Oui, la France doit quitter l'Union européenne pour 91% de nos auditeurs. Ah ben voilà, 91% des auditeurs de Sud Radio. Monsieur Asselineau a acheté les auditeurs, c'est pas possible, monsieur Asselineau. Non. Alors vous allez faire 45% aux élections européennes. Je ne pense pas, Ce sont les pratiques d'autres partis politiques, mais ce ne sont pas les nôtres. Non, mais je vous rassure tout de suite, ce sont les auditeurs qui s'expriment librement. Les auditeurs de Sud Radio entre 17 et 19 heures. Voilà. Alors il y a peut-être beaucoup de fans de Monsieur Asselineau qui votent, je ne sais pas. Je voudrais quand même dire une chose, si vous me permettez. Allez-y. BFM fait un débat le 30 mars. Comment sortir de la crise des Gilets jaunes avec 6 chefs de parti. Vous n'êtes pas invité. Je ne suis pas invité. France 2, le 4 avril, invite toutes les têtes de liste aux élections européennes. Je ne suis pas invité non plus. C'est-à-dire que sur les grands médias français, il est interdit de proposer le Frexit de facto. De facto, tout est fait pour nous cacher. Et je remercie Sud Radio de faire partie de, je crois que c'est la seule radio suivie par le CSA et qui fait son devoir en matière démocratique. Alors je crois que C8 vous a donné aussi à vous deux la chance de vous exprimer sur le sujet il y a quelques jours maintenant. C'est exact, c'est exact. Ça faisait quelques minutes, mais j'en parlais de Sud Radio. Mais on pourrait peut-être dire à Vignal, puisque vous êtes là, mon cher Patrick, avec plaisir, cher ami, de faire pression sur le président de la République pour que France Télévisions invite aussi Monsieur Asselineau. Mais j'ai un pouvoir magique et dès ce soir, je vais on l'espère. Avec mon sabre magique. Vous mettez un peu de poudre de perlimpinpin et vous allez voir. Monsieur Asselineau, ce n'est pas normal que vous ne soyez pas invité. Et je vous en remercie je vous remercie de le souligner. Le problème, c'est que j'ai saisi il y a 2 mois Madame Ernotte. La patronne de France Télévisions. Je lui ai envoyé un dossier de 16 pages avec 9 pages de statistiques. Elle a mis 2 mois pour faire répondre par l'un de ses directeurs que tout était bien, c'est normal, que France 2, depuis 23 mois, c'était depuis bientôt 2 ans, nous est accordé 0 heure, 0 minute et 0 seconde. J'ai saisi les 5 membres du comité d'éthique de France Télévisions, aucun n'a répondu, tout le monde s'est caché sous la table. Et j'ai saisi également le président du CSA, Monsieur Maistre, qui n'a toujours pas répondu malgré des relances qu'on a faites à plusieurs reprises. Ça veut donc dire que tous les contre-pouvoirs en France, sont en train... n'exagérez pas quand même. Pas exagéré. On rigole pas. Dictature Macron, non. La vraie dictature, c'est pas celle de Macron. On ne rigole pas. Vous trompez de pays, franchement. Non, je vous assure, je sais pas si vous avez remarqué, on voit plus souvent Macron à la télévision française que Kim Jong-un à la télévision nord-coréenne. Dites donc, vous faites des comparaisons. Parce qu'il y a moins de chaînes là-bas, c'est tout. Et puis parce qu'Emmanuel Macron est un vrai démocrate, il va rencontrer les Français au pied des immeubles. Eh bien, alors nous allons voir si Monsieur Macron donne un coup de fil à Madame Ernotte pour que nous soyons invités le 4 avril. Alors moi, je voudrais dire quelque chose. Je vous assure qu'après, on s'habitue très bien. Parce que moi, il y a très longtemps, on m'a montré la porte de sortie de la télé. Elle n'est jamais re-rentrée. Je ne suis jamais et elle est très heureuse à Sud Radio. Et Et en plus, je me suis bien adaptée. Daniel Gilbert qui est avec nous dans les vraies voix. Il y a une vie après. Mais cher Daniel, je vais téléphoner aussi avec mon sabre pour que vous et Monsieur Asselineau fassiez des émissions à France 2. Tous les deux ensemble. Ça vous va? Oui. Oui, mais moi, je n'ai pas tout à fait ces idées. Et moi non plus, j'ai pas les siennes. Vous faites partie du 1%. Moi, vous savez ce que j'ai comme idée? Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les êtres humains. Je trouve que le plus beau des voyages, c'est d'aller vers les autres, quels qu'ils soient. Alors, vous aimez les 511 millions d'Européens qui font de l'Europe, alors. Ils sont 511 millions. Alors, pour faire l'amour... Attends, Daniel, pour faire l'amour avec 511 millions d'Européens, je te souhaite bon courage. Je te signale, Christophe, que tout le monde n'est pas obsédé comme toi. Merci, Daniel. Chers amis, on parle de l'Europe et comme chaque soir dans les vraies voix sur Sud Radio, je vous livre l'Euro Rolling, le sondage quotidien sur les européennes IFOP fiduciales pour Sud Radio, CNews et Paris Match. Alors, quels sont les résultats du jour? Est-ce que la casse qu'il y a eu dans Paris samedi avec les casseurs que l'on a vus à l'action, avec certains gilets jaunes, etc., a
modifier les résultats potentiels, était pas vraiment à vrai dire. C'est-à-dire que La République En Marche, visiblement, est toujours en tête des intentions de vote à 23,5%. C'est exactement le même résultat qu'hier. Le Rassemblement National est derrière à 20,5%. C'est exactement le même résultat qu'hier. Petite baisse de régime pour la liste Les Républicains à 13% au lieu de 13,5% hier. Bon, j'ai envie de dire, on est quand même un peu dans la marge d'erreur, il faut le reconnaître. Le Parti Socialiste, s'il continue comme ça, va trouver du pétrole, puisque moins 0,5%, on est à 5,5% ce soir. Ça sent le sous-sol. C'est pas l'effet qui se coule, c'est l'effet Glucksmann. Voilà, exactement. La liste France Insoumise est toujours à 7,5%. Et puis, comme notre ami Asselineau est avec nous ce soir, eh bien, la liste de l'Union populaire républicaine est donc crédité évidemment, de 1% des intentions de vote. Visiblement, selon l'IFOP, on peut pas dire que ça imprime beaucoup pour l'instant du côté de l'UPR, mon cher François Asselineau. Un commentaire peut-être ? Oui, deux. Le premier, c'est que je suis j'ai eu droit, je le répète, à 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur TF1, LCI, LCP, RTL, Europe 1, France 2, France 3. Donc, qu'est-ce que vous voulez comment voulez-vous que les gens veuillent voter pour la liste que je mène, puisque on ne leur parle jamais de moi ni de cette liste. C'est tout simplement ça. Et pourquoi vous faites pas un blog ? Et puis ça, nous en avons. D'ailleurs, nous avons une chaîne de télévision. Il a une chaîne qui marche très bien sur Internet. Lorsque je suis invité au Figaro Vox, vous avez peut-être vu, j'en suis à plus de 100 000 vues lorsque Madame Nathalie Loiseau peine à dépasser les 400 vues alors qu'elle est passée une semaine avant moi. Nathalie qui ? Nathalie Loiseau, vous savez, ce ministre. Ah oui. Ce ministre qui veut voler de ses propres ailes. Spontané. Qui pourrait être la tête de liste aux européennes d'ailleurs pour La République. Vous riez, mais c'est quand même incroyable ce que je dis. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la France de 2019, la liste du Frexit, c'est-à-dire la liste des gens qui veulent sortir de l'Union européenne, est interdite de toutes les antennes. Et après, on me dit, vous comprenez, vous faites un écoutez, en tout cas, vous avez la possibilité de vous exprimer, en tout cas sur Sud Radio, en toute tranquillité et en toute liberté. Donc évidemment, chacun d'entre vous peut en profiter ce soir. On se retrouve dans un instant, chers amis, dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Pour la bataille de la semaine, faut-il un Frexit ? Faut-il sortir de l'Union européenne ? Ils vont s'affronter. François Asselineau de l'UPR, Patrick Vignal de La République En Marche. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Daniel Gilbert, Philippe Bilger, Philippe David, Philippe Rossi. Nous sommes en live vidéo sur Facebook, Twitter et YouTube. Rejoignez-nous, chers amis. On va vivre la battle de la semaine dans un instant à travers cette question que l'on vous pose. Faut-il un Frexit ? La France doit-elle quitter l'Union européenne ? On vous attend pour en débattre 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux où ça vote énormément ce soir et donc ce score qui est sans appel, 89% de nos auditeurs qui sont donc pour le Frexit, pour quitter l'Union européenne. 3, 2, 1. Ready? Fight! C'est le face-à-face de la semaine. François Asselineau, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Union populaire républicaine, candidat aux européennes. Vous êtes pour le Frexit. Patrick Vignal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Député La République En Marche de l'Hérault. Vous êtes contre le Frexit et pour, évidemment, l'Union européenne. L'hymne européen, je vois que François Asselineau commence à avoir des sueurs froides en écoutant cette musique. Non. Vous ne l'aimez pas, cette musique si j'aime bien Beethoven, mais ça n'a aucun rapport. Ah bon ? Non. C'est une captation d'héritage. Patrick Vignal, ça va ? Ça vous plaît l'hymne européen ? Excellemment bien. Ouais, vous aimez beaucoup. Bon, très bien. Allez, je vous pose la question à l'un et à l'autre. Faut-il un Frexit ? Faut-il quitter l'Union européenne ? Dites-nous si oui ou non et pourquoi. Et on commence avec François Asselineau. Oui, il faut quitter l'Union européenne parce que tant qu'on sera dans l'Union européenne, la situation en France va continuer à s'aggraver. Le vrai problème auquel est confronté M. Macron, il a fait venir, j'ai vu plus, je sais pas quoi, 68 intellectuels pour débattre de la situation. Oui, hier soir à l'Élysée. Voilà. Oui. Il y en a tant que ça. Vous voyez bien. Il en reste. Vous voyez bien qu'en réalité,
En réalité, M. Macron est dans une tâche impossible puisqu'il est entre le marteau et l'enclume. Il a, par exemple, pris des décisions comme la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Moi, je vois beaucoup de gilets jaunes qui viennent en ce moment à l'UPR et ils comprennent ce qu'on leur explique. C'est pas Macron qui a décidé de supprimer l'ISF. C'est la Commission européenne qui l'a exigé du gouvernement français dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques de 2015. Et le problème, la tragédie qu'il y a en France, c'est qu'énormément de Français n'ont pas encore compris la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro, et par ailleurs le vol de démocratie qui fait que on nous impose des décisions, la privatisation d'EDF, la privatisation de la SNCF, l'attaque. Oui, ce que vous dites, c'est la Commission européenne qui commande, alors que les commissaires sont pas des gens élus. Oui, et puis par ailleurs, ça veut dire que la démocratie n'a plus de sens. On vote à droite, on vote à gauche. On a toujours une politique qui nous est imposée, pas seulement par la Commission européenne d'ailleurs, mais par les traités et aussi par la Banque centrale européenne qui gère l'euro. Et de ça, tant que les Français n'auront pas bien compris cette relation de cause à effet, eh bien nous allons avoir un pays qui va s'enfoncer dans le marasme. Monsieur Asselineau, on avait échangé tous les deux sur une chaîne. Et je vous avais dit, vous verrez que ça sera très compliqué pour les Britanniques de voter. Vous êtes d'accord avec moi? Ah non, de voter, c'est plus bonne année, là. Le Brexit, on sort pas. Le ministre irlandais est en train de nous dire qu'il faut attendre 21 mois. Et je vous fais le pari même que les Anglais vont voter pour l'Europe. Une partie veut sortir et on va arriver aux élections. Ils vont voter pour l'Europe. Et parce que si on recule de 21 mois, ils vont être obligés de voter pour l'Europe. Oui, d'accord. Ils vont voter parce qu'il y aura les élections européennes. Bien sûr. D'accord. Mais il n'est pas question pour l'instant, par exemple, de refaire un référendum. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que c'est pas si facile que ça. On parle de démocratie. Enfin, quand même, soyons sérieux. C'est plus compliqué que ce que l'on pense. Pas du tout, pas du tout. Mais si, monsieur, regardez bien, ça fait 2 votes déjà. On voit bien que Theresa May, à un moment donné, essaie de trouver une sortie avec un contrat avec l'Europe, même ça, on n'y arrive pas. Non, mais attendez. Donc vous êtes d'accord sur ce constat-là? Non, pas du tout. C'est très facile de sortir de l'Union européenne. En revanche, ce qui est très difficile, c'est d'obliger les européistes à respecter la démocratie. Parce que le problème qui se pose au Royaume-Uni, c'est que les 48% de gens qui ont voté contre le Brexit, leurs représentants refusent le vote des 52%. Et donc, depuis 2 ans et demi, ils ne cessent que de mettre des bâtons dans les roues pour empêcher le Brexit d'avoir lieu. C'est exactement ce qu'on a eu en France, d'ailleurs. On a eu 55% donc vous dites des c'est Français. de la faute des Européens. On a eu 55%. Si le Brexit ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Mais quand on voit quand même la manière dont le Parlement britannique se comporte, on a l'impression... Oui, ils sont divisés. On a l'impression surtout que c'est une belle bande d'amateurs quand même qui est au pouvoir en Grande-Bretagne. Mais non, ils sont perdus, Non, c'est pas du tout qu'ils sont perdus. C'est pas du tout qu'ils sont... Bien sûr, c'est le bazar. Voilà. Écoutez, c'est le terme, Daniel. C'est le bazar. Regardez ce qui s'est passé en France en 2005. Il y a 55% des Français qui ont voté contre la Constitution européenne. On l'a eu quand même en 2008. Ça veut dire que les eurofascistes ont décidé d'imposer quand même... Les eurofascistes, oui, carrément. C'est un fascisme bleu. Quand vous avez 55% des Français qui votent contre la Constitution européenne et qu'on la leur impose en changeant simplement le titre, en appelant ça traité de Lisbonne, et qu'on fait ratifier ça dans le dos des Français par les parlementaires, j'appelle ça une attaque contre la démocratie. Eh bien, les mêmes phénomènes sont à l'œuvre en ce moment au Royaume-Uni. Ceux qui sont contre le Brexit utilisent tous les leviers, y compris avec les connexions à la Commission européenne, pour essayer d'empêcher les 52% de Britanniques d'obtenir ce pourquoi ils ont voté. Patrick Monsieur Asselineau, moi je veux pas du Brexit. Ah ben ça c'est votre Parce problème. que l'Europe c'est l'union, l'Europe c'est la force. Aujourd'hui on a besoin d'une Europe forte. 30 000 entreprises françaises exportent aujourd'hui. Vous allez faire quoi? Remettre des frontières? Les Britanniques qui voudront venir en France, il faudra un passeport. Enfin franchement, moi j'ai pas honte de le dire, ça me plairait que les entreprises britanniques viennent sur le sol à Paris. Mais moi j'ai envie d'une Europe forte, sociale, solidaire. Je suis d'accord pour les frontières à l'extérieur de l'Europe. Il faut parler de Schengen. Faisons ensemble une meilleure Europe qui soit plus solidaire. Et là, je serais d'accord avec vous. Mais là, vous nous amenez dans le mur, là. On se replie. Les gilets jaunes qui sont sur les ronds-points, ils ont aussi besoin de l'Europe, monsieur Asselineau. Les centres-villes, les centres-bourgs. Moi, je suis allé 2 fois à la Commission à Bruxelles. Il faut qu'on puisse récupérer de l'argent pour faire une Europe sociale et ouverte. Alors que là, vous nous amenez au village gaulois. On va replier nos frontières. Ce que vous dites, en gros, c'est que Asselineau nous ramène 70 ans en arrière. Oui, en fait, ce qu'il dit, mais moi, la sincérité, monsieur Asselineau, je la crois, hein. C'est quelqu'un d'engagé, mais je trouve qu'on va dans le mur, monsieur Asselineau. Non, ce qu'il dit, c'est qu'Asselineau ne connaît pas ses dossiers. Non, je dis pas ça. Si, en gros, vous dites qu'Asselineau est un con, quoi. Eh ben non. Je me permettrai pas. Je me permettrai pas. En gros, c'est ça. Moi, je voudrais expliquer que depuis 40 ans qu'il y a les élections européennes au suffrage universel, tous les 5 ans, tous les partis politiques proposent de changer l'Europe.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça c'est continue, vrai. mais c'est reparti. Mais changeons-le ensemble. Mais on ne peut pas, monsieur Pourquoi le député, on ne peut pas la changer puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Et tant que vous n'aurez pas compris que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle a été la sédimentation de négociations épouvantables avec des marathons bruxellois, sommet de la dernière chance à Luxembourg, nouvelle crise du lait à Bruxelles, etc. Tant que vous n'aurez pas compris que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle ne pouvait pas être autrement. Et quel est le précipité fatal, comme on dit en Chine, d'une négociation où il y a eu 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 intérêts nationaux opposés, et l'Europe, elle est comme elle est, on ne peut plus la changer. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les partis politiques en France disent que le principe de l'Europe est formidable, tous constatent que ça marche pas, et tous proposent une fois tous les 5 ans d'avoir une autre Europe. Et puis une fois qu'ils sont élus, on n'en entend plus parler, ils empochent leur salaire, et c'est reparti pour 5 ans. Mais vous-même, vous voulez être élu député européen. Oui, je veux être et vous allez siéger où ? Vous vais allez aussi toucher de l'argent de l'Europe. Oui, je vais. Mais attendez, c'est pas l'argent de l'Europe. Vous savez que l'argent prétendu européen, c'est de l'argent que la France verse à l'Europe. Hein, je rappelle que nous donnons à peu près 24 milliards d'euros. Si vous êtes contre l'Europe, vous pourriez ne pas aller aux élections européennes. Mais François attendez, Asselineau. oui, mais Monsieur Macron qui est en train de détruire le pays et la majorité En Marche qui a dit qu'il voulait, c'est Monsieur Aurélien Taché qui a osé dire que le programme pour les élections européennes de En Marche, c'était de transférer ce qui reste de souveraineté nationale à l'Europe, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il se présente aux élections françaises. Non, mais on n'a pas vu ça. Écoutez, Monsieur Taché, c'est votre collègue. Moi, je voudrais dire que moi, j'aime bien revenir aux données, et il y a des données qui sont sorties aujourd'hui, venant des statistiques. Alors britanniques. allons-y, et puis on va faire une petite pause juste après. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, 90% des nouvelles embauches sont à plein temps. La part d'emploi précaire a diminué depuis le vote sur le Brexit. Dernière publication de l'ONS parue aujourd'hui, le taux d'emploi au Royaume-Uni vient de passer à 76,1%, c'est un nouveau record. Le chômage est tombé à 3,9%, c'est le plus bas depuis 44 ans. Ce sont les chiffres qui émanent de Chili, de quoi ? Qui sortent de l'Office national des statistiques britanniques. Et les salaires ont augmenté de 3,4% l'année dernière, en enlevant l'inflation, hausse du pouvoir d'achat de 1,5%. C'est-à-dire que les prophéties d'apocalypse qui avaient été faites notamment par Christine Lagarde, qui avait dit, vous verrez, si jamais vous votez pour le Brexit dans les semaines qui suivront, elle avait bien dit dans les semaines qui suivront, il y aura un effondrement de l'économie britannique. En réalité, l'économie britannique se porte bien mieux que l'économie française. Ouais. Et je signale que ne me dites pas, oui, mais ils sont pas encore sortis, parce que vous savez très bien que dans le monde des affaires... Ils sont pas encore sortis, dans le monde des affaires, il n'y a rien tant qui irrite plus que l'hésitation et l'incertitude. Et d'ailleurs, je voudrais signaler que nous ne savons pas ce qui va se passer le 29 mars. Enfin, moi, je le sais parce que le 29 mars, nous, on sera présents à Londres. On fait une grande réunion. Ah bon, mais ça va être très simple, ce qui va se passer, non ? Vous croyez pas ? Ils vont sortir avec aucun accord. Et ben voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous êtes d'accord ? Moi, je suis. En tout cas, c'est une très bonne idée pour les Britanniques. C'est une très. Quand je vois les transporteurs français qui sont à la frontière et qui disent, nous, puisque c'est comme ça, puisque c'est le bazar, puisqu'on n'est pas capable de rentrer facilement dans ce pays pour faire ce qu'on a à faire, eh bien, nous, on fait grève. Voilà ce qui est en train de se passer quand même. Et nous mettrons en place des infrastructures à Calais. On sera obligé de remettre des passeports. Monsieur Asselineau. Alors d'abord, s'agissant des passeports, je vous signale que c'est déjà le cas, puisque le Royaume-Uni n'est pas dans l'espace Schengen. Donc, pourquoi vous êtes le seul parti politique à être contre l'Europe ? Pourquoi ? Ce sont tous des nuls. Très franchement. Oui, je pense. Carrément. Non, mais ce qui est vrai. Vous êtes le seul à avoir raison. Mais attendez, moi je voudrais qu'on ait un débat de fond, monsieur le député. Il n'y a jamais à la télévision française un débat de fond, par exemple, sur l'euro. On va y venir dans quelques instants. On va parler aussi du fait que Marine Le Pen ou Salvini aient gardé l'euro. Donc on va essayer de comprendre pourquoi également avec vous deux. C'est la bataille de la semaine dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. François Asselineau face à Patrick Vignal avec cette question: faut-il un Frexit en France ? La France doit-elle quitter l'Union européenne ? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus tout à l'heure. Et bien sûr les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, ça ne bouge toujours pas, monsieur le député, vous n'êtes pas vraiment convaincu puisque 89% de nos auditeurs disent oui, il faut un Frexit. Voilà, tous les pro Asselineau votent ce soir. Si y a l'élection ce soir, monsieur Asselineau remporte tous les sièges. Voilà. En tout cas, ce que je voudrais signaler, c'est que... Non mais très vite, parce qu'on va faire une petite pause quand même. Macron, votre champion Macron... Le président de la République. Oui. Macron, lorsqu'il est allé au Royaume-Uni en janvier 2018, il a signé le traité de Sandhurst. Après, il y a la BBC qui l'a interrogé, qui lui a dit « Mais si vous faisiez un référendum sur le Frexit, quel en serait le résultat ?» Et Macron a répondu « Probablement, les Français voteraient en faveur du Frexit. » Eh bien, on va en reparler dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
fond avec l'Europe. Les vraies voix sur Sud Radio, le débat continue, même quand on n'est pas à l'antenne, le débat continue. C'est le face-à-face de la semaine. François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, candidat aux européennes. Vous êtes pour le Frexit, je le rappelle. Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault. Vous êtes contre le Frexit et pour l'Union européenne. Et cette question que l'on vous pose, faut-il un Frexit en France? La France doit-elle quitter l'Union européenne? Ça donne quoi sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi? Et sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, où nos auditeurs campent sur leur position. Toujours le même avis et toujours 89% qui sont pour un Frexit. Alors François Asselineau, Patrick Vignal, on vous a entendu déjà tout à l'heure. Je trouve que vous avez quand même un point commun finalement tous les deux. Enfin, j'en ai trouvé un. L'Europe vous permet l'un comme l'autre de faire peur aux Français quand même. François Asselineau. Non, c'est surtout Monsieur Macron avec, vous avez vu son clip de campagne, c'est insensé. C'est une espèce de comment dirais-je, Nosferatu, quoi. Ouais. Ou Frankenstein. Enfin, le clip de campagne de Monsieur Macron prouve que les européistes n'ont plus d'arguments. Donc, les seuls arguments qu'ils ont, c'est faire taire les voix dissonantes. Je rappelle que je suis totalement... Non, mais vous faites peur parce que vous dites quitter l'Europe, mais ça fait peur. On a vu ce que ça a donné avec Marine Le Pen lors de la présidentielle. Mais Madame Le Pen n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne. Par ailleurs, Madame Le Pen est totalement incompétente. Et Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Elle parle, en fait, comme Monsieur Vignal. Elle ne le propose plus. En fait, ce qui est génial, Monsieur Asselineau, c'est que tout le monde est incompétent. Il n'y a que lui qui a la vérité. Écoutez, Madame Le Pen... J'ai compris que vous ne partiriez pas en vacances avec Emmanuel Macron. Ça, je l'ai compris, Monsieur Asselineau. Mais très franchement, nos jeunes qui font Erasmus... Moi, j'ai envie de citoyens du monde. Moi, j'ai envie que des gamins d'université puissent échanger leurs pratiques avec les gamins de l'Europe. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai envie de ça. Et alors, comment on fait si on sort de l'Europe? On fait ce qu'on faisait auparavant. D'ailleurs, je vous signale que la plupart des étudiants français rêvent d'aller faire des études aux États-Unis, en Australie, en Chine, et pas spécialement au Luxembourg et au Danemark. Vous vous rendez compte que vous parlez à la place de nos jeunes? Non, je parle en disant qu'ils préfèrent les États-Unis. Mais parce que moi, je suis désolé. Il y a des pays européens extraordinaires. Il y a des échanges à avoir de culture et de langage. Attendez, vous nous réduisez vraiment dans le village gaulois, très franchement. C'est vous qui réduisez. Je dis au contraire qu'il faut que les échanges soient mondiaux. D'ailleurs, je crois savoir que vous êtes de Montpellier. Il me semble qu'à Montpellier, c'est une des toutes premières universités, notamment de médecine de l'histoire, c'était au Moyen-Âge. Il y avait des étudiants qui venaient du monde entier. Donc arrêtez de faire croire aux Français que sortir de l'Union européenne serait se couper du monde. La ville de Montpellier a été faite par des médecins juifs, musulmans, juifs et musulmans qui ont fait cette ville. J'en suis ravi. Moi, je veux des citoyens du monde, mais je veux aussi des citoyens européens. Vous ne voulez pas des citoyens du monde. Là où je pourrais vous rejoindre, il y a eu de la lâcheté. Excusez-moi, il y a eu de la lâcheté des gouvernements précédents qui n'ont pas su vendre l'Europe. L'Europe, elle le savait juste pour la politique agricole, et quand le lavabo était cassé, on disait c'est la faute de l'Europe. Là, je peux vous rejoindre. Mais là, comment on fait l'Europe? Comment on fait pour résister justement à la Chine, 1,4 milliard aux États-Unis? Comment on fait pour les GAFA? Comment on soutient nos commerçants, nos artisans? Pardon, Patrick Vignal, mais alors les GAFA, c'est pas le bon exemple. Mais pourquoi c'est pas le bon exemple? Mais parce que nous, les Français, tout seuls dans notre coin, on décide d'aller taxer les GAFA. 500 millions d'euros seulement. C'est une blague. Mais cher monsieur, vous dites que c'est une blague, mais on va commencer par ça. On a des pays qui nous rejoindront. On sera obligé de toute façon. On sera obligé de faire ça. L'impôt sur la fortune, c'est combien? Si on le remet en place 3 milliards. Eh ben, ça serait pas plus intéressant que de taxer les GAFA pour l'instant? Parce que, pardon, Attendez, si on a assez taxé les Français, si on est tout seul pour faire ça, ça sert à rien. On a assez taxé les Français, on va se calmer sur les taxes quand même. Ça vous a pas échappé qu'il y a des gilets jaunes dans les rues? Oui, on est d'accord ou pas? Mais les gilets jaunes, ce qu'ils demandent justement, c'est le retour de l'impôt sur la fortune. Pardon de vous le dire. Et ça, c'est interdit par l'Europe. Un peu de justice fiscale. Non, ce n'est pas du tout interdit par l'Europe. Ça veut dire que vous ne connaissez pas Monsieur le député, vous ne connaissez pas Monsieur le député, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais cher monsieur, quand même, je suis désolé, mais l'ISF, c'était dans le projet de campagne Emmanuel Macron, parce que moi j'étais le premier, le deuxième est Bruno Bonnel, à dire qu'il faudrait réfléchir. Ne me dites pas que l'ISF c'est inventé par l'Europe quand même. Non, l'ISF, la demande formulée, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'y reviens, c'est les rapports des grandes orientations des politiques sur les grandes orientations de politique économique, publiés en 2015 par la Commission européenne pour la France, qui demandait la suppression de l'ISF, attaquer les retraites, privatiser les services publics, en particulier privatiser EDF et la SNCF. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Mais vous avez fait une campagne, vous aussi. Regardez ce qui se passe. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a plus de souveraineté non plus? Voilà,
sur l'ISF, sur les retraites, exactement. sur les PV qu'on peut mettre en contravention sur ton Non mais franchement, soyez sérieux. Laissez-moi parler, Non mais attendez, la souveraineté, juste une chose, moi je veux bien que vous me disiez, on a toujours notre souveraineté, mais enfin on s'aperçoit à chaque fois de la même chose, on a une loi qui doit être votée par le Parlement français, elle vient d'où en général aujourd'hui? Elle vient de décisions qui viennent de Bruxelles. Je voudrais, si vous me le permettez... C'est une réalité quand même. Non, c'est pas une réalité, je suis désolé. Mais si, par exemple, sur beaucoup de grands thèmes, c'est ça. La réforme de la justice en France, sur beaucoup de grands thèmes, c'est ça. Nous avons eu le vote à l'Assemblée nationale il y a 3 jours, un vote pour la vente des aéroports, de l'aéroport de Paris, de Engie et de la Française des Jeux. Ouais. C'est un véritable scandale, parce que la Française des Jeux, comme l'aéroport de Paris, sont des sociétés qui donnaient énormément d'argent, en fait, à l'État. 173 millions, et là on a le droit 250 du fonds d'investissement. Vous êtes d'accord avec ça? Et par ailleurs, il s'agit de la gestion de la plateforme aéroportuaire de Paris, c'est un enjeu stratégique. Il n'y a aucune raison de privatiser ça, sauf que c'est la Commission européenne, dans son rapport des grandes orientations des politiques économiques, qui nous impose la même chose qu'elle a imposé à la Grèce, qui a aussi vendu ses aéroports et vendu son PMU. Je voudrais insister sur le fait que il y avait, pour se voter ça, 1577, il y avait 532 absents. Il n'y a que 27 députés qui ont voté cette loi. D'ailleurs, monsieur le député, vous n'y étiez pas, vous deviez peut-être vous dansiez en boîte avec Castaner, j'en sais rien. Mais j'aimerais savoir, vous êtes payé par le peuple français. Désolé, mais je ne sais pas danser, moi. C'est vrai que je vois bien en boîte. Mais vous êtes payé par le peuple français à faire quoi? Monsieur Asselineau, vous êtes en train de me dire... Je suis en train de vous dire que vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale. Que l'Assemblée nationale a voté le transfert de l'aéroport de Paris, parce que c'est Bruxelles qui l'autorise. Oui, c'est d'ailleurs pour ça sans doute que vous n'êtes pas allé voter. Ça veut dire qu'on n'existe pas, et ça veut dire que c'est Bruxelles qui appuie sur les boutons des parlementaires français. Patrick, vous y étiez ou pas? J'étais en circonscription. Bon, voilà. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu y être? Parce que là, c'était quand même important comme vote. Là, ce qui me plaît, c'est qu'on confond tout. On parle d'une Europe sociale, solidaire, vous parlez des aéroports de Paris ou non. Non, mais attendez, Christophe. Non, mais quand même, les gens qui nous écoutent se disent, mais vous le savez bien, Patrick. Mais vous savez très bien, ça fait 3 fois que je l'explique à votre antenne. Les gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont pour certains des gilets jaunes, etc., qui sont fatigués. Vous savez qu'il y a un vote en ce moment, je suis chez vous? Oui, mais vous savez, alors comment je fais? Non, mais là, je fais un hologramme comme Mélenchon. Vous dites à un copain de voter pour vous. Ah non, ça n'existe pas. Ah bon? Attendez, là, c'était ça. De me dire que les aéroports, c'est la Commission européenne qui a décidé. Non, c'est le gouvernement français, c'est Édouard Philippe, c'est Bruno Le Maire et c'est Emmanuel Macron qui ont décidé. Oui, formellement, bien sûr, comme Tsipras avait décidé de privatiser toute l'économie. Non, en fait, il n'y a pas de président de la République. À la demande. Mais le président. C'est la Commission européenne qui décide de tout. Oui, le commission. C'est bien ça pour vous? Oui, le président. Ça tient pas la route, monsieur Asselineau. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Allez-y. Le président de la République n'est plus que le gouverneur de la province France, d'un État dictatorial qui est dirigé depuis Bruxelles et depuis Francfort. Oui. Moi, je voudrais signaler... Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, c'est ce que pensent de plus en plus de Français, vous savez. C'est pas pour rien que notre mouvement politique est en croissance verticale en ce moment et qu'énormément de gilets jaunes appellent à notre siège. Alors ça se voit pas dans les sondages. Alors ça se voit pas dans les sondages. Oui, mais attendez, les sondages, on verra lors du moment... L'IFOP est très bon. Oui, c'est ça. Vous savez comment ça se passe pour les sondages? L'IFOP est très sérieux. On a eu des remontées de terrain, des gens qui nous disent j'ai été interrogé par l'IFOP, par Sofres, et figurez-vous que... Ils ont enlevé votre nom. Voilà. La liste UPR n'y écoutez, on va poser la question à Frédéric Dabil, patron de l'IFOP. C'est aussi simple que ça. Alors, je voudrais revenir sur le fait qu'il y a quand même 532 députés, dont M. Vignal, qui n'étaient pas là samedi à 6h du matin, pour voter rien moins que la privatisation de la Française des Jeux, la privatisation des aéroports et d'aéroports de Paris et Engie. Le premier problème de fond, c'est que les Français en ont ras-le-bol de payer des députés qui ne sont pas là, qui ne font pas leur boulot. Deuxièmement, je voudrais signaler aussi au passage qu'il y avait... Il manquait, lors de ce vote, 10 des 17 députés France Insoumise, 13 des 16 députés gauche démocrate et républicaine et 13 des 14 non-inscrits. Madame Le Pen, Louis Alliot, Gilbert Collard, Bruno Bi, François Ruffin, Clémentine Autain, Marie-Georges Buffet, ils n'étaient pas là. Bref, s'ils avaient été là, s'ils avaient fait leur boulot, eh bien, la privatisation d'aéroports de Paris de la Française des Jeux n'aurait pas eu lieu. Voilà aussi ce qu'il faut dire. Alors, la réponse de Patrick Vignal et après on parle de l'euro. Bon, déjà, je vois que je ne suis pas tout seul à être nul. Il y a une liste de noms, cher monsieur. Vous n'êtes pas sérieux.
Ah bon? Parce que vous êtes quelqu'un qui connaît le système. Vous avez été longtemps directeur de cabinet dans tous les ministères. Vous êtes d'accord avec moi? Comment marche l'Assemblée? Il y a un travail, il y a une commission qui se fait. Et après, il y a des votes. Il y a des votes solennels qui demandent la présence de l'ensemble des parlementaires. Laissez-moi finir, monsieur Asselineau. Je vous ai écouté. 577. Et après, il y a des votes, si vous voulez, en fonction aussi des présences des gens. Moi, par contre, je demande une réforme. Et je l'ai écrit, je l'ai envoyé. 2 choses, je demande. Je demande qu'il y ait des semaines bloquées à l'Assemblée où nous soyons constamment dans l'hémicycle une semaine, et une semaine nous soyons en circonscription. Moi, j'ai une circonscription, j'ai une mission nationale sur les centres-villes et les cœurs de ville, donc à la fois je peux pas être demain à Istres et dans l'hémicycle. Donc vous n'êtes pas sérieux sur ça. Le deuxième point par contre, et je vais voir si vous signerez ma tribune, je demande quand on est parlementaire qu'on n'est pas à côté de profession. Parce que j'estime quand on est parlementaire, on est assez bien payé au niveau de l'indemnité et qu'on fasse que ce travail-là. Donc c'est-à-dire que vous êtes de mauvaise foi. On est parti sur l'Europe. Moi j'aurais aimé échanger vous sur l'Europe, pas sur le fonctionnement du Parlement. Le Parlement français, on verra bien, mais sur l'Europe. Alors, mais revenons sur l'Europe et sur l'euro. Vous pensez qu'on peut pas la faire évoluer très franchement? Je voudrais revenir. Monsieur le député qui ne fait pas son travail ose dire que je ne suis pas sérieux. C'est quand même c'est une inversion accusatoire. Parlons de l'Europe et de l'euro, c'est le thème du débat qui nous réunit ce soir. Alors, parlons de l'euro parce que c'est un sujet. On parlait de l'Union européenne parce que ces privatisations, j'insiste. Mais c'est nous qui les votons quand même. Mais vous savez très bien que les parlementaires votent des décisions qui leur sont imposées par le rapport des grandes organisations. Ou alors vous ne le savez pas. Mais à ce moment-là, il faudrait que vous regardiez les traités européens. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de me dire que l'Europe fait tout? Oui, c'est d'ailleurs la raison. On n'existe pas à la France. Il n'y a pas eu des élections. Il y a plus de 20 millions de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron. Il n'y a que des idiots. Marine Le Pen, on va pas faire la présidentielle, les amis. On va pas faire la présidentielle maintenant. Il n'y a jamais de débat. On va parler de l'euro tout de suite. Il n'y a jamais de débat de fond. J'entends parler les pro-Frexit qui disent aujourd'hui, mais l'euro, ça sert à rien. Ça sert ceux qui voyagent, mais ils sont tellement peu nombreux par rapport à tout le reste, etc. Alors, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, pour vous, l'euro ne sert à rien? Ou ne sert plus à rien? Non, c'est pas que l'euro ne sert à rien. L'euro a été conçu comme une monnaie de colonisation, comme toutes les monnaies coloniales. Il s'est agi, en imposant une même monnaie à plusieurs peuples, d'essayer de leur faire apparaître un sentiment d'appartenance collective à une nation qui se rappellerait les États-Unis d'Europe. Mais sur la base, c'était pas mal comme idée. Le problème, c'est que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, toutes sans exception, j'ai fait une longue conférence sur le sujet, ont toujours explosé. Et le problème de l'euro, c'est qu'il est en train d'appauvrir de façon irréfutable. Vous avez vu un think tank allemand qui s'appelle le CEP j'ai les chiffres sous les yeux. Qui a montré que l'Italie, les Italiens et les Français étaient les victimes de cet euro, alors que les Allemands en bénéficiaient. Parce que, sur longue période, nous ne pouvons pas avoir la même monnaie que les Allemands. Alors, ce que dit effectivement cette étude allemande, c'est que l'euro a coûté très cher aux Français, 56 000 euros par Français entre 1999 et 2017. Ça a rapporté à qui? Aux Allemands et aux Hollandais. Alors moi j'ai envie de vous poser une question très simple. Est-ce que l'euro finalement ça a rapporté d'abord aux Allemands et aux Hollandais parce que c'est le marque quelque part? Oui, parce que l'euro est coté à mi-chemin entre ce que serait coté le marque et ce que serait coté la drachme grecque. Donc cet euro a un taux de change par rapport au dollar qui est inférieur à ce que serait le taux de change du Deutschmark. Sa fabrication allemande. L'excédent commercial allemand est de l'ordre de 270 milliards d'euros. C'est le premier excédent commercial devant même la Chine. C'est-à-dire que les Allemands bénéficient de ça pour leur industrie qui est très forte. Et puis malheureusement, la France n'a pas la même compétitivité externe de son économie. Et donc la France est pénalisée. Et le problème qu'il y a, c'est que ne croyez surtout pas que ça va s'améliorer. Ça ne fait que se dégrader. C'est-à-dire que nous sommes lancés sur une trajectoire, avec d'ailleurs un solde des balances des paiements courants à l'intérieur de la zone euro qui est divergent. Nous sommes lancés sur une trajectoire d'appauvrissement continuel des Français. C'est à ça que M. Macron est confronté aujourd'hui. Vous allez voir dans les mois et les semaines et les semestres et les années qui viennent que ça va continuer jusqu'à l'explosion finale. Allez, Patrick Vignal répond sur l'euro et ce sera déjà la fin de cette battle. Vous avez conseillé des ministres. Pourquoi, au bout de 30 ans, on en est dans ce constat-là? Vous qui avez conseillé des ministres. Non, j'ai été inspecteur des finances. Non, mais Patrick Vignal, est-ce que l'euro est en train de nous appauvrir? C'est ça qu'on a envie de savoir. Je pense que l'euro, c'est une monnaie importante au niveau européen. Je pense qu'il faut qu'on la concurrence par rapport au dollar. Mais encore une fois, désolé, mais l'Europe, c'est l'Europe du partage. C'est l'Europe des frontières différentes. C'est l'Europe des travailleurs détachés. Ah oui, mais là, il faut en parler. Qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'Europe ou alors on change
change l'Europe. Le vrai débat, il est là. Ça fait des décennies qu'on nous dit qu'il faut changer l'Europe, mais on n'y arrive pas. Mais parce que pour l'instant, il n'y a plus de courage. On s'est servi on n'y arrive pas. Mais parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne du courage. Et je fais confiance en Emmanuel pour cela. C'est pas une question de courage. Mais bien sûr, c'est du courage. C'est faire bouger les lignes. C'est s'associer avec des pays. C'est regarder les travailleurs détachés, l'immigration climatique. Comment on va faire avec ça? On va laisser l'Italie qui va être obligée de recevoir ces gens qui viennent. C'est tout ça, monsieur Asselineau aussi. Je peux répondre. C'est la fin de cette battle. Macron nous avait fait un projet de nouvelle Europe le 27 septembre 2017, c'était le discours de la Sorbonne. Regardez ce qu'il avait proposé, tout a été jeté au panier par les autres partenaires. Il nous a refait le même coup, il nous a fait une tribune, vous savez, qui a été publiée dans 27 États. Tout le monde s'en est foutu. D'ailleurs, il a eu un bras d'honneur de la future chancelière, Madame Akaka, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui est la successeur de Madame Merkel. Quelle prononciation, oui, et qui a Madame Akaka, la future chancelière Akaka, parce que c'est comme ça qu'elle est surnommée en Allemagne. Ça vous amuse, hein, oui. Non. Si je le sens. Vous voulez que je l'appelle Madame Kramp? Et ben Madame Kramp, elle a répondu à Emmanuel Macron une fin de non-recevoir. Le bouclier social, c'est-à-dire un SMIC européen, elle a dit 9. La mutualisation des dettes, elle a dit 9. Et puis, la seule chose qu'elle a réclamée, c'est que la France donne son siège permanent au Conseil de sécurité à l'Europe, donc à l'Allemagne. Voilà sa réponse. Un petit mot, c'est Moi, fini. je veux pas jalouser nos voisins européens. Mais c'est pas de je veux construire avec eux. Oui. Je veux au contraire faire des ponts avec eux. Mais écoutez, je veux faire en sorte que les gens puissent voyager. Oui. Je veux faire en sorte qu'on redresse notre économie. C'est la différence qu'on a tous les deux. Mais pas du tout. Est-ce que les Suisses ne voyagent pas? On retiendra une phrase. Les Suisses ne voyagent pas. On retiendra une phrase, le violon est du pipeau, et ça, je l'avais jamais entendu. J'ai envie de dire, c'est la phrase du jour dans la bouche de François Asselineau. Merci François Asselineau d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci Patrick Vignal, évidemment. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu. On va le savoir tout de suite. Faut-il un Frexit? La France doit-elle quitter l'Union Européenne? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Allez, résultat sur le compte Twitter de Sud Radio, ça vote beaucoup et ça n'a pas cessé de voter pendant toute la durée de l'émission. Et donc ce score, 89% de nos auditeurs qui, comme au tout début du débat, sont pour le Frexit.